BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler d'électricité, vous savez, c'est le 26e congrès mondial de l'énergie et on va parler d'autoconsommation. Un démarrage absolument fulgurant en France et c'est peut-être la solution à l'explosion de notre facture d'électricité. Bonsoir, Ondine Suavet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et co-CEO de MyLat 150. En tout cas, c'est comme ça. Vous dites, c'est une ETI que vous avez créée avec votre frère. Oui. À peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en même temps, ça galope, vous multipliez par 3, par 5 votre chiffre d'affaires. Vous avez, je crois, déjà 250 personnes et vous êtes, votre principe, votre concept de cette entreprise que vous avez créée il y a une dizaine d'années, c'est donc l'autoconsommation, c'est devenir leader dans l'autoconsommation solaire. Vous allez tout nous expliquer. D'abord, 2-3 petites questions. Ondine Suavet, merci d'être là parce que vous venez de Lyon spécialement pour nous. Donc, c'est la porte à côté et en même temps, c'est pas évident. Mais il faut dire qu'il y avait une actualité très forte. D'abord, vous avez créé votre entreprise avec votre frère. C'est rare parce que souvent c'est le mari, c'est peut-être l'amant ou la maîtresse, je ne sais pas, mais enfin en tous les cas c'est deux personnes. C'est la première fois je crois que je vois un frère et une sœur qui créent leur entreprise et puis en plus ça marche. Alors il y a quelques très beaux exemples en France. Vous prenez l'entreprise LDLC, Oui. un beau fleuron, ce sont deux frères. Et un frère et une sœur. Alors l'avantage c'est qu'on ne peut pas divorcer. Donc quand il y a un enjeu, quand il y a un défi, il faut qu'on trouve la meilleure solution. Et ça crée une gouvernance extrêmement dans l'échange, dans la co-construction, enfin toutes ces valeurs qu'on essaye de promouvoir de plus en plus. Valeurs familiales, mais que vous portez. Exactement. Parce que là vous êtes co-co, vous êtes co-CEO, cofondateur. Voilà, donc Oui, alors il faut clarifier les rôles, il faut être très complémentaires, il faut énormément de dialogue et de toutes les façons l'entreprise ce n'est pas que nous. Vous avez cité 250 personnes, ce sont toutes ces personnes-là qui l'ont fait. Ouais. Et en fait, en étant déjà deux à la tête, ça encourage encore plus de démultiplier les talents. Encore une autre question un peu personnelle. Vous avez fait l'INSEAD, vous avez fait la chimie tech, vous êtes une ingénieure spécialiste donc dans la chimie. C'est pourquoi il y a si peu de femmes? Pourquoi ça rebute autant les femmes d'être ingénieurs? Alors ça c'est une bonne question, c'est vrai que les pourcentages stagnent, j'ai pas la réponse, naturellement mon parcours montre que en tant que femme on peut se distinguer, on a un regard différent, on peut apporter énormément de choses dans ces domaines très techniques et il faut que l'on apprenne à s'en intéresser. Il y a des très beaux domaines qui se sont énormément féminisés comme la médecine ces dernières années. Moi je suis plutôt porteuse d'espoir que ces métiers très technologiques, très techniques vont aussi se féminiser. Ondine Suavet, je le disais, 26e congrès mondial de l'énergie, dans un contexte un peu particulier, parce que on va parler évidemment d'énergie, de transition énergétique, transition écologique, et on voit bien que ça coince, on le voit sur les chiffres sur la voiture électrique, mais ça coince parce que ça a été trop vite, trop techno, ça coûte trop cher. Est-ce que vous le ressentez? Comment vous expliquez? Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle se remette en marche? Alors déjà, je pense qu'il faut comprendre un peu les ordres de grandeur. On doit, d'ici 2050, multiplier par 30% notre besoin en électricité. C'est-à-dire que si je donne des ordres de grandeur, aujourd'hui on a 600 TW d'électricité, on doit passer à 900. C'est absolument gigantesque comme défi. Et on a eu plutôt ces dernières années un discours extrêmement anxiogène sur l'électricité, comme vous le dites. On a cru qu'on allait vivre des blackouts l'année dernière et on a peu eu... Oui, puis ça nous culpabilise en plus. Exactement. Oui. On a peu eu un message positif de cette transformation. Or, il faut bien comprendre que cette électrification, bien sûr, là on est dans les rouages, alors ça ralentit un petit peu la voiture électrique, mais dans l'ensemble, il y a quand même une formidable dynamique. Et il faut bien comprendre qu'on est en train de résoudre un problème fondamental qui est le problème de notre empreinte carbone, qui est majoritairement lié à notre consommation d'énergie fossile. Il faut se le rappeler. Et il faut se le rappeler qu'en France, on n'est pas du tout dans une énergie décarbonée, puisqu'on a encore 60% de notre énergie qui sont de l'essence, de la chaudière à gaz, et donc très carbonée. Donc quand on parle électricité, c'est déjà qu'on a fait un formidable pas en avant, qu'on a transformé tous ces usages très pourvoyeurs de carbone en des usages décarbonés. Oui. En plus, dans 10 ans, il faudra doubler notre production d'électricité en France, rien qu'en France, parce que on le voit bien maintenant, tous les usages sont électriques, notamment la voiture, mais pas que, les bornes de recharge. C'est sûr que c'est là où on est dans une situation un peu paradoxale.
Alors, on est un peu paradoxaux, mais en même temps, on a éteint 5 réacteurs nucléaires ce week-end parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Ouais. Vous voyez, donc il y a vraiment des signes contradictoires parce qu'il y a 2 courses qui sont en train de se poursuivre. Le déploiement des énergies renouvelables de manière massive, extrêmement forte dans le monde entier et en Europe. Et en parallèle, l'électrification des usages. Et quelquefois, c'est plus de production qui est déployée, moins de consommation. C'est ce dont vous parlez. La voiture électrique tous. Et en parallèle, le solaire, l'éolien s'envolent. Et là, on voit des prix qui arrivent à des prix négatifs. Un prix négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver de la compétitivité à l'échelle européenne et à l'échelle française, parce que le coût de l'énergie est un des éléments clés de la compétitivité française. Alors, du reste, les renouvelables, ça représente 40% maintenant l'électricité française. Alors 30% de l'électricité l'année dernière, oui. Oui, 30%. Donc c'est beaucoup plus important que ce qu'on a en tête. Oui. Tout à fait. Alors vous, donc My Light 150, pourquoi My Light 150? Alors 150, parce qu'on ne sait pas si c'est 150, comment on dit. En tout cas, c'est 150 millions de kilomètres, la distance entre la Terre et le Soleil, puisque nous faisons le lien entre cette ressource inépuisable qu'est le solaire et la consommation électrique représentée par la lumière, évidemment, My Light, de la maison. Voilà l'enjeu de notre entreprise. Oui, alors l'autoconsommation, expliquez-moi, parce que moi je dois reconnaître, enfin je visualisais assez bien, mais je ne mesurais pas à quel point c'était un marché qui est en pleine explosion. Ah oui, alors on est en pleine explosion. Alors en France, un peu plus timide que nos voisins. Oui, qu'en Allemagne, par exemple. Qu'en Allemagne. 500 000 sites en France autoconsommateurs, on dit comme ça. Exactement. En Allemagne, je crois que c'est 1 million. 4 millions. 4 millions, ah oui. Et aux Pays-Bas, c'est encore plus fulgurant, pourtant pas réputé pour son soleil. On est sur une maison sur 4 équipée. En France, on est sur quelques pourcents de maisons équipées. Donc on est sur des taux de déploiement très très importants, ce qui veut dire que la France a un énorme potentiel. Alors, quand on dit autoconsommation, expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est, jusqu'où, avec quoi, comment? Alors, le principe est assez simple. Vous allez installer des panneaux solaires sur votre toit. Et l'électricité de ces panneaux photovoltaïques, donc qui produisent donc de l'électricité et pas de la chaleur, c'est déjà le premier point, va servir à faire les usages de votre maison, tous vos gros consommateurs. Le chauffe-eau, toute votre consommation d'électricité. Le défi, c'est évidemment que vous produisez quand il y a du soleil et vous consommez plutôt quand vous êtes chez vous. C'est-à-dire en soirée, quand il y a moins de soleil. Donc le défi, c'est d'équilibrer et d'aligner l'offre et la demande dans la maison à tout instant, puisqu'on stocke encore très très mal les électrons d'un point de vue physique. Et ça, c'est ce que fait notre société. Donc nous, on va vous aider à vous installer. Nous ne sommes pas installateurs, mais nous travaillons avec un réseau d'installateurs, donc qui vous posent les panneaux, qui vous posent le système que l'on déploie, nos systèmes de gestion. Et après, on prend en charge toute votre facture d'électricité. Donc vous devenez client chez My Light 150. Et là, on va s'arranger pour diviser votre facture de manière massive. C'est 2005, 3000 euros d'électricité par an que vous économisez avec des retours sur investissement de 5 à 7 ans. Donc, c'est extrêmement rapide. Mais comment vous arrivez là? Comment vous arrivez à ces chiffres? Sans être trop technique, bien sûr. Mais non, c'est assez simple. Déjà, on va identifier toutes les sources de consommation qu'on peut déplacer. Le plus évident, c'est le chauffe-eau. Les autres, c'est votre voiture électrique ou votre chauffage. Une pompe à chaleur, ça se gère. Ouais. Donc, on va commencer par gérer. Une fois qu'on a géré, donc là, déjà, vous atteignez des 50% de réduction d'électricité sur votre facture, voire plus. Une fois qu'on a commencé à gérer, il reste toujours des moments de la journée où vous allez plus produire et des moments de la journée où vous allez moins produire, ou en tout cas pas assez. Et il suffit d'avoir un panneau solaire sur son toit, c'est ça que vous nous dites? Non. Un seul, évidemment, n'est pas suffisant. On commence à avoir des performances intéressantes quand on est à une dizaine de panneaux solaires sur le toit. Et de quelle taille les panneaux solaires? Ils font 1 mètre par 1,50 m, ça c'est standardisé, ou même 1 mètre par 2 mètres à l'heure actuelle. Donc, 15 mètres carrés à 20 mètres carrés de panneaux, on commence à être sur une installation qui peut vraiment vous amener de la performance. Et après, vous, derrière, vous donnez un petit kit, en fait, qui permet donc à la personne, enfin aux habitants, parce que c'est surtout sur des maisons individuelles ou alors c'est sur des sites industriels, des écoles Aujourd'hui, en France, la majorité de l'autoconsommation reste sur des maisons, puisque le propriétaire est celui qui paye la facture. Il commence à y avoir des déploiements sur des sites industriels. On va beaucoup parler d'ombrières solaires qui, là, peuvent être installées en autoconsommation. Pas toujours, mais c'est un des modèles. Mais nous travaillons sur la maison, oui.
D'accord, ok. Et donc, en fait, si on installe tout ça avec votre kit, ça revient à combien c'est un investissement, parce que vous parliez de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est déjà un investissement. Alors, ça commence à chiffrer. Oui, bien sûr. Alors, on est autour de, on va dire, 15 000 € d'investissement. Ça peut monter si on augmente le nombre de panneaux solaires, c'est évident, baisser si vous en mettez moins. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que ça se finance extrêmement bien. Donc, vous pouvez aller voir votre banquier, lui dire, j'installe des panneaux solaires, il va vous faire un prêt sur 12 ans. À un taux en plus en général bonifié puisque vous êtes sur de l'énergie verte. Donc aujourd'hui, en fait, ce que ressent le consommateur qui s'équipe, ce n'est pas de hausse de ses charges puisque le coût du prêt est au moins égal au coût des économies. Donc on équilibre vraiment son investissement et c'est ça qui devient très intéressant. Et vous avez combien de clients? Parce qu'on disait, vous avez commencé tout petit, maintenant vous avez déjà 100 millions de chiffre d'affaires, vous espérez, mais vous avez multiplié par 3, vous espérez multiplier par 5, donc ça ferait 500 millions à quelle échéance? Alors 500 millions, ce serait plutôt à 5 ans. Oui. Et on a aujourd'hui 30 000 clients de déployés, dont 10 000 à peu près qui sont avec notre offre de batterie virtuelle qui, elle, gère 100% de votre facture, y compris les électrons qui vous manquent la nuit et les électrons que vous avez en trop le jour. Alors maintenant, la question qui fâche. Donc vous avez équipé en France, sur la totalité du territoire, vous nous avez dit, mais il y a combien de maisons en autoconsommation, vous pensez? On en a 500 000 aujourd'hui et on en a équipé 130 000 l'année dernière. Ah oui, d'accord. Mais c'est vous 500 000? Ah non, nous 500 000, non, nous 30 000. Oui, vous c'est 30 000, oui, c'est ça. Oui, non, 30 000. 500 000, c'était les chiffres. Et déjà, je me souviens, la patronne d'Enedis, elle avait dit que c'était 400 000. Ouais. Donc ça grossit tout le temps, visiblement. C'est un énorme marché, c'est pas pour rien. Vous avez la BPI et d'autres gros actionnaires, on y reviendra, à votre capital. Juste un petit souci, c'est que la filière photovoltaïque en Europe, elle n'existe pas. C'est vraiment le grand échec de l'Europe. Et vous en fabriquez, mais ils viennent de Chine. Alors oui, et donc vous n'avez aucun complexe à dire qu'ils sont fabriqués en Chine. Alors, c'est même pas un sujet de complexe. Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, les 95% des panneaux solaires du monde sont faits en Chine. C'est un réel enjeu. Moi-même, de mon expérience historique, j'étais chez un fabricant de panneaux solaires. Quand j'ai démarré dans le milieu en 2007-2008, les premiers fabricants au monde étaient européens et entre autres allemands. Oui. Donc on a laissé... Il y en avait un près de Nantes, là, qui vient de faire faillite. Exactement. Ouais. Alors, l'enjeu, et typiquement, c'est un des sujets de la personne de l'entreprise qui était à Nantes. L'enjeu, c'est de faire revenir la technologie de la cellule. Et il y a 2 très grands projets qui sont en train de se déployer, qui sont le projet d'Holosolis et le projet de Carbone. Moi, je crois beaucoup à ces déploiements. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on parle de 1,5 à 2 milliards d'euros d'investissement pour une usine. Donc, ça paraît colossal, mais c'est à mettre en perspective avec les plans de 60-66 milliards d'euros qu'on met dans nos plans nucléaires. Donc, c'est possible. Et puis surtout, s'il y a des financements. Enfin, exactement. Il y a le fonds vert de l'Europe. Enfin, il y a beaucoup de financements. Exactement. Donc, je pense que ces projets peuvent vraiment trouver un avenir. Il faut aussi qu'on travaille, parce qu'il y a eu... le gouvernement chinois a fortement soutenu ces fabricants en créant aussi le plus grand marché au monde. Le plus grand marché mondial d'installation, c'est la Chine. Et donc, il faut que nous aussi, en dynamisant notre marché local, on encourage les usines à se réimplanter. Les États-Unis ont fait ce pari et sont en train de le réussir. Il y a des usines qui se réimplantent aux États-Unis et il est temps que l'Europe... Donc nous, il y a 2 projets, en tous les cas, c'est ce que m'avait dit Agnès Pannier-Runacher, en France. Et en Europe, en Allemagne, par exemple. Il y en a quelques-uns en Allemagne, il y en a dans le nord de l'Europe. Avec quelle échéance? Alors, si on arrive à mettre ces 2 milliards sur la table, ça peut être fait en 18 mois. Hein. Oui. Donc ça peut être extrêmement rapide, il faut une vraie volonté. Et vous, votre usine, elle est où en Chine? Alors, elles sont à plusieurs endroits. Nous, notre objectif... Oui, parce qu'on cherche toujours les panneaux solaires les plus puissants et la plus grande qualité. Et je pense que ça, c'est aussi l'enjeu de la réindustrialisation française. On doit amener les meilleures technologies. On ne doit pas être derrière, on doit mener sur la technologie. On a des centres d'excellence comme le CEA, comme l'INES sur le territoire français. On peut vraiment reprendre la maîtrise de notre technologie photovoltaïque. Donc vous dites en fait, on a l'innovation quelque part, Bien sûr. On est bon. Mais après quoi, c'est une question de coût du travail, c'est une question de bureaucratisation. Non, c'est une question de quoi Pas vraiment. Hein. Ce sont des usines qui sont très très automatisées. Je pense qu'on n'a pas réalisé à quel point c'était un enjeu stratégique. Ah bah oui, parce qu'il y a eu
été très subventionné, puis après on a arrêté les subventions. Oui, C'était alors, du grand n'importe quoi. C'est important de regarder comment on subventionnait par rapport à des pays comme la Chine. On subventionnait l'installation. Donc on a créé une filière avec des champions européens d'installation. J'ai en tête des Neoen. Nos grands énergéticiens font partie des meilleurs au monde, comme des Engie, des Total, des EDF. Donc on a créé une filière d'excellence sur l'installation parce que les subventions visaient l'installation. Sur la fabrication, on n'a pas mis les aides d'État qu'ont pu mettre des pays comme la Chine ou la Corée. Ouais. Et c'est ça où il faut absolument trouver. Et à ce moment-là, si jamais c'est le cas, dans 18 mois, si on met 2 milliards sur la table, vous seriez prêt à fermer vos usines en Chine et faire fabriquer... Complètement, oui, complètement. Il faut aussi comprendre l'enjeu du panneau solaire. Sur le montant que je vous ai indiqué, le panneau solaire, c'est 15 à 20% du montant total. Donc le panneau solaire est devenu pas cher du tout et l'enjeu, en fait, quand vous installez un kit solaire, vous créez de l'emploi, de l'installation en local. Il y a toute une grosse partie de la valeur est en réalité faite en local en France. Vous avez 250 personnes pour l'instant. Vous comptez là, puisqu'on était 500 millions de chiffre d'affaires dans 5 ans, un effectif de combien dans 5 ans Dans 5 ans, c'est toujours un peu difficile de se projeter, mais en tout cas, on a 80-100 personnes embauchées rien que cette année. Donc, vous voyez, on reste sur une courbe. Donc, c'est pour ça que je vous explique. Et vous n'avez pas de problème là, pour embaucher des gens ? C'est toujours un enjeu. Il faut travailler. On est en train de revoir toutes nos techniques. Il faut communiquer. On a quand même un atout incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui veut avoir un métier avec du sens. Et mine de rien, on leur offre ça en permettant de participer activement à la transition énergétique. Vous êtes membre de la French Tech, évidemment, oui. Du Tech 50, non, Tech 30 Alors, pas encore, on doit postuler. C'est dans quelques semaines. Dans quelques semaines, d'accord. Ok, heureusement vous êtes là, comme ça on va vous porter chance. Si je vous pose la question, c'est parce que dans la French Tech, c'est vraiment tout ce qui touche à la transition écologique et énergétique. C'est un des points forts de la French Tech, non ? Alors, ça a été pendant longtemps plutôt le parent faible. Et l'année dernière, sur les levées de fonds, à l'inverse, ça a été les meilleures levées de fonds l'année dernière. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a vraiment un virage. Et ça veut aussi dire, et pour être dans un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs, on voit vraiment que les entrepreneurs aujourd'hui, peut-être qu'ils ont réussi à faire des très belles entreprises dans toutes les... Alors on appelle ça disrupter, dans toutes les entreprises qui disruptent. Mais aujourd'hui, ils veulent de nouveau, eux aussi, créer des entreprises avec du sens. Merci beaucoup, Ondine Suavet. Donc, on a appris vraiment que le taux de consommation, c'est vraiment quelque chose qui explose en France, d'où l'explosion de votre entreprise. My Light 150. Et puis là, vous revenez nous voir. Et la prochaine fois, on viendra avec votre frère. Comme ça, on verra un frère et une sœur. Et on va créer et développer une équipe. Merci beaucoup.